juste avant de parler de laïcité et d'éducation nationale avec Bernard Arravez qui était avec nous, on va revenir sur les événements forcément qui ont eu lieu au Capitole aux États-Unis avec David Kayla, qui est économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers et auteur du Populisme et néolibéralisme aux éditions de Bouquin. Donc voilà, c'est ça. Bonjour David Kayla. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à travers justement votre livre, vous avez analysé déjà la montée des populismes de droite, de gauche, etc. Comment vous interprétez ce qui s'est passé au Capitole à Washington ? Bon, pour moi, c'est un peu la conséquence d'une Trumpisme, puisque le Trumpisme, c'est une forme de populisme. Alors, il y a plein de formes de populisme, bien sûr, mais ce qui caractérise le populisme, c'est la défiance envers les institutions, envers les élites en général. Et Trump, clairement, il a pris le pouvoir de cette manière-là. Et évidemment, quand on n'a pas confiance dans les institutions, notamment démocratiques, eh bien, on fait ce que Trump a fait, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause le résultat du vote et chercher par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Parce que derrière ce populisme-là, en l'occurrence, et beaucoup de populisme, il y a l'idée qu'on a l'exclusivité de la représentation du peuple, c'est-à-dire nous sommes le peuple et les autres ne sont pas le peuple. Et c'est un peu ça qui caractérise les Trumpistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quoi qu'il arrive, ils sont majoritaires, et s'ils ne sont pas majoritaires, c'est un peu ce que disait Trump, c'est forcément qu'il y a des fraudes ou qu'il y a un complot qui est organisé par les progressistes. Oui, mais et bien sûr, quand on a cette logique, finalement, on arrive à ce qui est arrivé. Oui, d'accord, David Kayla. Mais en même temps, beaucoup de ces gens, et en France, il y a eu d'autres mouvements, les Gilets jaunes et d'autres, qui ne se sentent pas non plus, qui se sentent un peu abandonnés aussi. Il y a des failles dans nos démocraties, en fait, aujourd'hui, où on dit que ça marche bien pour ceux qui roulent bien, mais pour les autres, on les laisse un petit peu sur le côté de la route, quoi, aussi. Ça, on peut le comprendre, quoi. C'est ce qui explique aussi cette montée de la colère, non ? Exactement. Et alors c'est justement ça qui m'a plus particulièrement intéressé, parce que ce que je viens de dire sur le populisme, c'est connu de la plupart des politistes. Par contre, ce qui est difficile et ce qui est en débat aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, et notamment depuis la crise 2008, on voit apparaître des mouvements populistes dans beaucoup de pays du monde. Ouais. Et mon sentiment, c'est que évidemment, cette défiance vis-à-vis des institutions, elle est en grande partie légitime. Et qu'est-ce qui la légitimise ? Eh bien, en fait, l'impuissance de l'État et de ses représentants et de ses gouvernants à changer les choses, à sortir d'une forme de mondialisation qui crée justement de l'impuissance, qui organise le chômage, la désindustrialisation, tout un ensemble de maux dont nos dirigeants ne cessent de dire qu'ils vont les résoudre, mais en fait, ils ne les résolvent pas. On peut parler aussi des paradis fiscaux, de la finance, etc. On a bien vu Nicolas Sarkozy dire les paradis fiscaux c'est terminé. On a vu Hollande dire je vais réindustrialiser la France et en finir avec le chômage. Et en fait tout ça. Mon ennemi c'est la finance. Oui. Voilà, c'est ça. Et tout cela ne fonctionne pas. Et du coup, ça crée logiquement et légitimement, j'ai envie de dire, une défiance des personnes, des gens, vis-à-vis à la fois de leurs gouvernants, mais aussi vis-à-vis des institutions, parce qu'ils voient bien qu'ils ont beau changer les gouvernants, en réalité, la situation reste la même. Donc au bout d'un moment, ils se disent, il y a un problème beaucoup plus profond. Et parfois, on peut aller, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais on peut aller jusqu'aux théories complotistes, parce qu'on finit par se dire, en fait, les intentions de ces gens sont mauvaises et il y a une forme de coalition entre la gauche, la droite, etc. Oui, ça c'est ce qui explique toutes ces théories complotistes, quoi, derrière, quoi, en quelque sorte, qui disent, on n'y arrive pas, donc ça veut dire qu'il y a une entente au plus haut niveau, quoi. Exactement, c'est ça, le site Quanon, la personne qu'on a vue sur toutes les images avec ces espèces de peau de bête sur la tête et ses grandes cornes, oui. Eh bien, c'est un des représentants de ce site complotiste qui pense qu'il y a une élite mondiale, pédophile, satanique, etc. Qui veut contrôler le monde. Évidemment, toutes ces théories sont délirantes et je ne mets pas tous les populistes ou tous les, notamment tous les gilets jaunes dans ce cadre-là. Ouais. Mais on peut aller, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut aller très très loin dans l'idée que, en fait, on n'est pas représenté, que les institutions sont dysfonctionnelles. On peut aller du dysfonctionnel à illégitime, de l'illégitime à ennemi, en fait. Ennemi, c'est-à-dire que c'est ça qui se passe aux États-Unis dans une frange des Trumpistes. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse ? On a beaucoup parlé d'associations pour monter les citoyens au plus près, aujourd'hui les associer à des décisions, aux représentants du pouvoir. Et en même temps, quand on le fait, on dit après que c'est du gadget, la manière dont c'est fait peut-être aussi pose problème, comme sur la Convention climat ou là, sur le suivi de la vaccination, David Kayla. Moi, je ne crois pas trop à ces tentatives d'organiser une forme de démocratie participative
participative. Alors, on a vu la Convention citoyenne, on voit aujourd'hui le comité citoyen sur la stratégie vaccinale de 35 personnes tirées au sort. Évidemment, tout ça apparaît comme du gadget, et notamment, le problème que j'y vois, c'est qu'en fait, ça valide les théories complotistes. C'est-à-dire, ça valide l'idée que nos institutions ne sont pas représentatives, que le Parlement ne sert à rien, finalement, puisqu'on va prendre des citoyens pour faire le rôle du Parlement. Et en fait, le souci, c'est qu'on ne s'attaque pas, pour moi, au vrai problème, qui est l'impuissance de l'État, l'impuissance du politique à réorganiser la société, notamment l'économie, à lutter contre... par exemple, contre la désindustrialisation qui touche particulièrement la France, c'est mon métier d'économiste qui le dit ici, et mon sentiment, c'est que pour réussir à remettre du pouvoir dans l'État, si je puis dire, et en fait, il faut un peu rompre avec la mondialisation, puisque aujourd'hui, la mondialisation, c'est la mise en concurrence de tous les pays du monde, y compris au sein de l'Union européenne, mais aussi au-delà, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, via les accords de libre-échange, de libre circulation du capital. Et du coup, comme on est en concurrence, on est tous obligés d'éviter, de taxer, de mettre des normes écologiques, parce que ça va pénaliser les entreprises, d'augmenter les salaires, parce que ça va pénaliser la compétitivité, etc. Donc en fait, tous les pays finissent par mener la même politique, quel que soit, si vous voulez, le bord politique de la personne qui gouverne. Et c'est là qu'on va voir que, quelle que soit la personne qui gouverne, finalement, on va avoir les mêmes politiques, parce qu'on est dans un contexte où on ne peut pas mettre en œuvre d'autres politiques. Il faut rétablir des frontières économiques. Et c'est là où, justement, certains se disent, finalement, on n'y arrivera pas, parce que on est d'accord au plus haut niveau, quels que soient les pays, et nous, on est victime un peu de cela, de cette mondialisation. Et alors, ce qui est intéressant quand on dit, oui, il faut relancer peut-être des activités, relocaliser des activités. Là, souvent, et pendant des années, on a dit non, mais vous êtes trop protecteur. On vous a accusé de beaucoup de choses quand on a parlé de souveraineté économique, notamment. C'est ça le problème du néolibéralisme, et c'est là que je fais le lien entre les deux. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est une doctrine de l'action de l'État dans l'économie qui dit, en gros, l'État doit laisser faire le marché, notamment le marché mondial, et surtout ne pas intervenir pour mener des politiques industrielles, pour faire ce qu'on a fait, Airbus, le TGV, la nucléarisation du parc électrique. Tous ces grands projets des années 50, 60, 70 sont devenus impossibles parce qu'on a théorisé le fait qu'il ne fallait surtout pas faire ça, qu'il fallait organiser l'économie à l'échelle mondiale, produire dans de nombreux pays qui sont moins coûteux que la France, par exemple. Et donc, évidemment, quand on a pensé cela, l'impuissance de l'État, évidemment, on se retrouve à la fin avec un État impuissant. C'est là qu'arrive la crise démocratique, parce qu'un État impuissant, c'est un État qui ne peut pas faire ce que le peuple veut, c'est-à-dire éventuellement, parfois, changer de politique. Donc, voilà. Donc, moi, ma thèse, c'est ça, c'est que le néolibéralisme, qui est une vieille doctrine issue des années 30, a progressivement émergé et s'est progressivement imposé au cours du XXe siècle jusqu'à devenir ultra dominant. Et maintenant qu'elle est dominante, en fait, on se retrouve un peu démuni pour agir sur, pour quelque sorte, agir sur l'économie et donc répondre aux attentes de la population. Oui, absolument. Intéressante analyse en prenant de la hauteur donc avec vous. Merci David Kayla, auteur de Populisme et néolibéralisme. C'est aux éditions de Book. C'est à lire et on vous réinvitera pour parler peut-être cette fois-ci justement de ce qu'il faudrait faire, ce que vous avez évoqué dans la dernière partie, sur localisation, les activités, comment trouver des emplois, parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est un peu aussi de ça, de certaines populations, dans je pense à la ville de Détroit, mais dans beaucoup d'autres, où il n'y avait plus d'activité, on voyait tout arriver de l'étranger, et on se dit, où va-t-on, quoi ? Nous, on nous oublie, on nous laisse complètement, et résultat, les plus de 70 millions de personnes qui étaient plutôt Donald Trump, et pas forcément que Donald Trump, mais contre aussi une politique de l'oubli. Merci. Dans un instant, on poursuit, Cécile. Oui, on va parler de la laïcité et de l'éducation nationale avec Bernard Ravet, qui est ancien principal de collège. Il nous dira tout, il est sur le terrain et il remonte des informations, bien entendu. On revient dans un instant et vous pouvez appeler 0824